Très bien, bonjour à tous. Denis Herrero, je suis donc le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications. J'ai la joie de vous accueillir effectivement sur ce deuxième webinaire du cycle que l'on a dédié, consacré exclusivement aux usages des médias sociaux, grâce à l'appui, avec l'appui d'une experte dans le domaine, Myriam Laga, qui se présentera, qui travaille à la CCI Marseille-Provence et qui notamment excelle dans ces domaines, mais je la laisserai se présenter. Alors, ce deuxième webinaire s'inscrit effectivement dans un cycle que l'on détaillera juste après. Je précisais effectivement que vous êtes pour le moment 30 participants, mais 47 personnes inscrites. Il y a majoritairement, bien entendu, des enseignants qui interviennent notamment en BTS NDRC, mais pas seulement. Nous avons également des enseignants baccalauréat professionnel métier de la relation client. Nous avons également des personnels agrégés, des formateurs, des personnels de direction qui nous ont rejoints également et des professionnels. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce webinaire, c'est de pouvoir également confronter les regards et pouvoir se nourrir mutuellement. Je terminerai également sur l'origine en fait des participants, comme je le précisais, majoritairement bien entendu originaires de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais nous ouvrons de plus en plus également à nos collègues des autres régions et nous accueillons aujourd'hui nos collègues des Hauts-de-France parmi nous. Vous rappelez effectivement que ces webinaires s'inscrivent dans le cadre du campus des métiers et des qualifications et notamment dans le cadre de ces campus des métiers et des qualifications, la volonté qui nous est chère, c'est justement de pouvoir tisser encore plus de liens entre le monde économique et professionnel et le monde de la formation, pouvoir partager effectivement des regards croisés et accélérer également la transformation de la voie professionnelle. Je terminerai juste effectivement sur les enjeux du webinaire, hein. L'objectif, c'est bien d'impulser des dynamiques de partage et de travail collaboratif, proposer d'autres modalités d'apprentissage et de perfectionnement des connaissances, se confronter à des experts et des regards extérieurs, c'est justement l'intérêt d'avoir parmi nous Myriam Laga, et l'intérêt également d'avancer individuellement et encore plus collectivement dans la transformation de la voie professionnelle. Myriam, je te propose de démarrer et je t'en remercie également. Donc le format, il est à peu près de 25 minutes, 30 minutes d'intervention et ensuite suivi donc d'un débat avec Myriam en utilisant le chat. Ne pas hésiter au cours de l'intervention de Myriam d'utiliser justement ce dispositif de chat pour poser toutes les questions nécessaires. Merci encore. Myriam? Ok, ben, bonsoir à tous et merci de votre présence. Donc, comme on le précisait, donc hop, c'est bon, oui, pardon. Donc oui, donc en fait, pour les personnes qui étaient présentes, on a fait un panorama et l'importance d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui dans une stratégie de marque. Et aujourd'hui, on va justement s'appuyer sur ben, des stratégies qui ont été mises en place par différentes marques et on a essayé d'être assez varié dans les entreprises pour voir justement quelle stratégie adopter sur quel réseau social puisqu'on a pu voir sur la session précédente que chaque réseau avait ses propres codes et qu'on n'adressait pas la même communication sur chaque réseau social. La première question qu'on a à se poser quand on décide d'aller sur les réseaux sociaux en tant que marque, c'est de se dire finalement où est ma cible, à qui je m'adresse. Donc ça, c'est vachement important. Et quel est mon objectif aussi, puisqu'en fait, je peux être une marque d'autorité internationale, donc je peux avoir, on le verra dans un exemple, une volonté de conquérir de nouveaux marchés, mais je peux aussi également avoir un objectif de recruter, de retravailler mon image, voilà, donc en termes de réputation d'une entreprise. Donc ça, c'est réellement, c'est à qui je m'adresse. Et en fonction de la cible et de mon objectif, je vais identifier le réseau social. Ça, c'est le premier point, c'est très important. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, plutôt que faire des longs textes, on est parti sur des cas pratiques. Donc, on va survoler donc, comme cas pratique ben, les réseaux sociaux les plus utilisés, donc Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et LinkedIn pour qu'en fait vous allez voir ces exemples très variés. Bon, chaque marque a une stratégie un peu différente sur chaque réseau. Alors au niveau de Facebook, il est quand même important, quoi qu'on en dise, de respecter certains principes au départ. Aujourd'hui, quand on va sur Facebook, il y a trois possibilités.
on peut, en fait, c'est pas qu'on peut, dès qu'on va sur Facebook, on a obligatoirement un profil. Un profil, c'est un individu qui est relié à des amis. D'accord? Il y a une réciprocité, vous êtes avec des amis. Bon, à part si vous paramétrez vos paramètres de confidentialité, mais a priori, tout le monde peut voir vos amis ou le public selon vos paramétrages. Ensuite, à partir d'un profil, il y a deux possibilités. Soit de participer à un groupe, d'être membre d'un groupe, d'accord, parce que je suis intéressée par une thématique ou alors un lieu géographique, je vais passer mes vacances dans le Nord et donc je vais rejoindre un groupe qui va me parler un peu de tout l'agenda. Ou alors je peux aussi être l'administrateur d'un groupe. J'ai décidé de créer un groupe autour d'une thématique. Ça peut être par exemple une stratégie pour une marque de dire je vais rassembler une communauté autour des valeurs, par exemple sur des produits bio, sur des recettes, voilà, donc ça peut être une stratégie de marque. Et donc, à partir d'un profil également, on peut créer une page. Une page, en général, le règlement de Facebook est très clair, c'est-à-dire qu'une marque doit communiquer à travers une page professionnelle. Elle s'appelle d'ailleurs une page professionnelle. Un profil, ça n'empêche pas de communiquer sur des motifs et des posts professionnels. Par contre, ce qui n'est pas toléré au niveau de Facebook, c'est qu'un profil, je vous donne un exemple, s'appelle non pas Jacques Dupont, mais va s'appeler Entreprise Dupont. Ça, par contre, c'est un manquement au règlement et il risque de se passer que du jour au lendemain, Facebook supprime clairement le compte. D'accord? C'est déjà arrivé, ça continue d'arriver, donc il y en a pas mal qui passent au travers du filet, mais ça peut demain être problématique. Donc ça, c'est vraiment déjà important de savoir les trois grandes utilités. Après, évidemment, vous imaginez bien que sur Facebook, on pourrait passer une journée ensemble, mais voilà les grands principes à respecter. Voilà, donc en fait, pour Facebook, j'ai utilisé la marque Michel et Augustin, en fait, parce que Facebook, c'est un réseau qui est grand public, où, comme on avait pu le voir, avec un ton un peu décomplexé, un peu convivial, où finalement, voilà, il faut respecter ce code-là. Donc, Michel et Augustin, qui est présent sur beaucoup d'autres réseaux sociaux, mais qui là, en fait, on voit bien que quand ils ont décidé d'investir Facebook, ce n'est pas une marque qui vend des produits, mais en fait, ils se sont mis une mission. Donc, sur les slides, donc en fait, leur mission, ils ont un rêve, c'est de faire sourire le monde. Donc, et surtout ceux qui ne sourient plus ou plus encore. Comment? En concoctant des produits gourmands et sains, pardon, et en construisant, vivant et partageant une aventure humaine, sincère au sein d'une entreprise saine et forte. Donc déjà, le message, en gros, on est complètement dans la communauté, le côté Facebook, convivial, humain. Voilà, donc là, se sont amusés à aller jusqu'au bout. Même l'adresse mail pour les contacter, si je veux bavarder avec la tribu. Voilà, bon, après, le site est un site traditionnel. Mais voilà, donc ça c'est important et c'est quand même une page aujourd'hui qui fédère 213 000 likes au niveau de Facebook. Donc quand on rentre dans le détail, donc déjà il se positionne non pas avec une stratégie ordinaire, mais vraiment c'est pas une entreprise qui veut gagner de l'argent, ils ont une mission dans le monde, d'accord? Donc déjà voilà, on essaye de voir comment on va respecter les codes de Facebook. On regarde quand on analyse leurs photos de couverture et leur profil, donc évidemment on voit quelque part la marque, mais on voit toujours des êtres humains au cœur de voilà, donc avec 3 jours pour entreprendre, toujours des jeunes plutôt jeunes, une cible plutôt jeune avec un côté un peu déjanté, toujours waouh, c'est la folie, on s'éclate. Et dès qu'on arrive sur leur page, pardon, donc du coup, il y a un petit message qui s'ouvre, hein, les fameux chatbots qu'on avait peut-être déjà évoqués. Et là, c'est de suite, vous voyez que le message, il est toujours dans le même ton. Bonjour Myriam, venez papoter avec nous. Voilà, donc en fait, il donne le ton. On est une marque complètement décomplexée. On parle avec vous. Même si on est connu mondialement, en fait, on est hyper accessible. On parle pas, on discute pas. Vous venez papoter, venez boire le café. Donc ça, c'est voilà clairement une des premiers points qu'on peut noter. Ensuite, évidemment, ils ont leur stratégie. Elle s'appuie sur les vidéos. C'est quand même un vecteur de communication fort. On en a peut-être parlé aussi. Donc là, ils ont des rubriques vidéo et ils ont créé comme ça des petits épisodes, voilà, donc il y a des séquences, alors on verra dans la ligne éditoriale, et leur ligne éditoriale, c'est ça pâtisse et ça papote, par exemple, c'est des petits épisodes qu'ils ont fait avec des salariés. En fait, il y a des petites séquences vidéo comme ça pour humaniser à nouveau la marque. La tribu évolue, c'est les nouveaux recrutements qu'il peut y avoir sur des postes clés, par exemple. Donc là aussi, et voilà, donc en fait, chaque, on va dire, moment fort et chaque moment où l'être humain peut être au cœur de la communication, il utilise à bon escient. Voilà, donc ça, c'est
une fois de plus donc la marque. Ensuite, si on analyse un poste, par exemple, celui-ci, donc le prochain été est loin, d'accord, c'est tout récent, et surtout c'est la journée mondiale du chocolat. Donc on est dans l'actualité, on est dans la tendance, on est sur la gourmandise évidemment avec le chocolat. Donc le chocolat en été c'est pas top là, mais là on rappelle que ça y est, on rentre dans la saison pour apprécier le chocolat. Et on voit ben, justement donc dans leur poste, donc c'est qui a plutôt bien marché, presque 500 et quelques il me semble, un petit jeu concours, mais en même temps une petite question. Et vous, quelle est votre bonne excuse pour vous lancer? Donc on interpelle les personnes pour réagir par rapport au poste. Et ensuite, la story, on l'a évoqué, c'est quelque chose qui marche de tonnerre sur quasiment sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, Snapchat ou Facebook. Aujourd'hui, voilà, le côté éphémère, ça marche très bien. Et donc là, même dans le post qui est en dur, on renvoie vers la story. Donc on pose une question pour fédérer et ensuite on renvoie vers la story pour aller découvrir des choses qui ne sont pas dans le contenu, dans le fil d'actualité. La recette secrète, on vous la donne, mais il faut que vous donniez la peine d'aller dans la story. Donc voilà, donc ça c'est aussi une façon de rédiger des posts sur Facebook où on répond au code, l'interactivité, ce que recherche Facebook et l'utilisation pleine de toutes les fonctionnalités que propose Facebook. Donc sur le dernier point, parce qu'on on pourrait passer des heures, mais il y a d'autres points à voir. Donc là aussi, on a beaucoup papoté, vous ne l'attendez pas. Donc là, c'est le nouveau, non pas d'ailleurs PDG, mais le PD, je ne me souviens plus, c'est le président, le directeur, voilà, le DTG. En fait, la tribu de tout le personnel, ça s'appelle les Troublions. Et ils ont renommé leur PDG, le PTG, donc c'est voilà, le président des Triblions général. Voilà, donc du coup, c'est plutôt là aussi. Voilà, donc du coup, là aussi, à nouveau, un post Facebook avec une vidéo un peu décalée de la présentation de ce nouveau directeur. Et en plus, on renvoie vers son profil LinkedIn, d'accord? Donc là aussi, on est sur Facebook, mais ça reste quand même le président. Il y a une notion un peu professionnelle. Ben, c'est discret, mais par contre, vous pouvez le retrouver pour les professionnels. Rejoignez-moi sur Facebook, sur LinkedIn, pardon. D'accord? Voilà, il y a à nouveau, donc on en parlait déjà, la petite rubrique ça pâtisse et ça papote, un peu côté décalé. Je vous invite à aller sur leur page sur Facebook et pour analyser plus en détail et pour vous inspirer parce que ben, ils ont une façon de communiquer ben, qui est plutôt sympa, décalée, mais chaque marque, alors souvent on peut imaginer que c'est réservé aux grandes marques. Et la chose que je réponds, c'est vraiment aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde. Au départ, c'est un outil qui est gratuit. Alors oui, bien sûr, on est conseillé par nos conseillers, peut-être des boîtes de communication qui vont peut-être nous inspirer un peu plus, mais avec un peu de créativité, on voit bien que bon, bien sûr, le niveau, la qualité peut-être de l'image, elle sera différente, mais la ligne éditoriale, elle peut être sympa, même quand c'est une petite boîte qui l'a définie. Voilà, donc ça c'est un petit tour d'horizon par rapport à Facebook. Ensuite, par rapport à Instagram, donc Instagram c'est le nouveau, c'est un des derniers réseaux arrivés qui au départ est un réseau social de partage de photos et de vidéos. Donc il compte aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Il a évolué, permet maintenant de commercialiser des produits et des services, puisqu'au départ, sachez que cette plateforme-là a été construite, enfin a été pensée et élaborée d'un passionné de photos. On était vraiment dans la logique du passionné de photos qui, le côté un peu vintage, donc tous ces filtres qui étaient rajoutés. Donc il y avait un côté esthétique qui est toujours très présent. Mais par contre, Instagram tout seul avec juste ça, petit à petit, ben, on se rend compte que ça suffit pas. Donc ils ont développé des stories, on a mis la possibilité de mettre des vidéos. Et voilà, et c'est devenu aujourd'hui un réel outil de marque pour un réel outil de promotion pour les marques. On va s'appuyer pour parler d'Instagram de Coucou Suzette. Donc en fait là clairement, je vous avais évoqué deux noms la semaine dernière, enfin, sur le précédent webinaire, mais là c'est un autre exemple. Donc là on est complètement dans une réussite entrepreneuriale à la française, pardon. Donc c'est une jeune dame qui a fait connaître son entreprise exclusivement grâce à Instagram. Et son compte est une vraie source d'inspiration. Donc elle propose, alors elle commercialise des petits accessoires un peu enfin, féminin, voilà, mais du coup avec un côté là aussi un peu décalé. Et en fait, elle a une boutique en ligne exclusivement
et elle fait quasiment, elle s'est fait connaître à travers Instagram parce qu'à un moment donné, il y a une des photos, un des produits qu'elle commercialisait a fait le buzz. Donc aujourd'hui, elle a quand même 124 000 abonnés. Donc c'est tous accessoires de mode, chaussettes, des pins, enfin des choses qui, on va pas dire que c'est inutile, mais voilà. Donc ça, c'est un des points. Donc et vous allez voir, donc au niveau de sa ligne éditoriale, donc évidemment, elle met en avant ses produits, mais pas que. Et donc du coup, ben, déjà, alors ce qui est important sur Instagram, on a parlé de côté visuel et d'esthète, et on voit bien qu'il y a bien une charte graphique quelque part qui est respectée. On a des couleurs qui sont plutôt pastel, on a toujours un même style. Donc voilà, donc là je vous ai fait sur le fil d'actualité de copie d'écran. Donc elle commercialise principalement, je vous dis, voilà, des petits accessoires et elle va les mettre en situation avec voilà, toujours cette notion de couleur, de pastel, des choses un peu décalées. Et petit à petit, donc elle a construit comme ça son image sur Instagram. Donc du coup, ben, petit à comment elle a fait pour se faire connaître avec c'est toutes les fonctionnalités qui sont gratuites. Il y en a d'autres qui sont payantes. Mais en tout cas, toutes celles qui sont gratuites aujourd'hui et qui sont au service des marques. Donc évidemment, on a la possibilité déjà d'avoir son compte où on va pouvoir, sur le compte, renvoyer vers un site internet, mettre un numéro de téléphone, faire une brève biographie, une brève biographie, pardon, donc publier des descriptions de produits, des promotions, des offres exclusives, répondre aux prospects, aux clients, parce que vous avez des demandes de renseignements qui peuvent arriver directement via des posts. Les stories, comme je dis aujourd'hui, c'est un phénomène, ce sont le principe des publications éphémères. Donc en fait, on prend une photo, mais on va rajouter un petit code, une petite question, on va lui rajouter une petite touche en plus, on va raconter une histoire, et c'est le principe d'une story. À la base, c'est plusieurs photos qui peuvent être juxtaposées, mettre une mini-vidéo. On peut faire aussi un sondage, par exemple. Ensuite, une messagerie privée directe, contrairement par exemple à Facebook, vous pouvez contacter qui vous le souhaitez, même si vous n'êtes pas ami pardon, il y a un paramétrage qui n'est pas bon. Même si vous n'êtes pas ami, donc la messagerie privée, vous avez votre client et son service est prêt pour vous lui envoyer un petit message. Le bouton en savoir plus, donc c'est à un moment donné, vous avez la possibilité de renvoyer vers un formulaire de contact en ligne. Et ensuite, Insta Shopping, c'est l'association de la boutique en ligne avec les photos de votre compte Instagram. Donc là, vous avez un site internet, ben, vous pouvez de suite aller récupérer les photos pour votre site via directement votre compte Instagram. Donc tout ça, d'ailleurs, si vous allez sur le site de Coucou Suzette, vous verrez qu'elle a pleinement, enfin, on retrouve exactement la même charte, le même univers. Donc voilà, donc ça c'est important. Voilà pour un petit peu Instagram, ce qu'on peut en dire. Donc évidemment, n'hésitez pas tout à l'heure à poser toutes vos questions. Ensuite, le prochain exemple, en fait, ben là, c'est Twitter. Donc Twitter, un petit site, un petit réseau, enfin, pardon, c'est pas un petit, c'est un réseau social qui va parler un petit peu, enfin, microblogging, où en fait tous les experts vont se retrouver là, où on vient plutôt chercher de l'information de dernière minute, de dernière actualité. Exister sur Twitter, je dis, c'est toujours très compliqué parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de contenu, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est très compliqué parce qu'on peut être suivi parce qu'on dit une blague ou deux, on met de belles photos, mais l'objectif c'est vraiment d'être à la pointe de l'information, d'apporter toujours. Donc voilà, et en sachant en plus que Twitter les tweets ont une durée de vie qui est très faible. Donc vous donnez un effort pour faire un post et en fait il va disparaître très rapidement. Voilà, donc ça c'est aussi une information. Donc là j'ai pris comme exemple l'AFPA, donc organisme de formation, donc l'opérateur majeur. Bon, de 14 000 abonnés, donc bon, c'est un acteur français, donc on est sur plutôt une dimension locale. Voilà, donc voilà. Alors après, on va plutôt, si on va regarder, vous direz aussi, aller voir un petit peu comment il fonctionne. Pour autant, c'est pas un compte où il y a beaucoup d'interactions, mais c'est de la visibilité, puisqu'en fait, voilà, c'est très peu ceux qui peuvent se prévaloir de dire waouh, mais voilà, souvent c'est de la notoriété quand des personnes sont reconnues, elles sont suivies, et voilà. Donc après, au-delà, c'est très compliqué d'exister sur un. Mais par contre, voilà, pour être visible et montrer qu'on a des choses à dire et que quand on a des relais d'information, notamment via un site internet, voilà, ça peut être assez intéressant. Donc la première des choses, le premier conseil sur Twitter, c'est choisir un visuel impactant. Donc le bon contenu visuel dans une campagne ou pas, enfin sur un post, pardon, et dans une campagne aussi peut faire la différence. Pour attirer des visiteurs qualifiés sur un site, par exemple. Donc des exemples concrets, ce qu'on dit, c'est que ça inspire davantage
c'est-à-dire des mises en situation réelles. Ça inspire davantage que la photo toute jolie ou avec, voilà, donc qui sort d'une bibliothèque d'images et qu'on va peut-être revoir passer 10 fois. Donc en fait, essayez au maximum de mettre en avant des choses réelles. Voilà, ça a plus d'impact que sur Twitter. On ramène ça. L'importance des hashtags aussi. Donc en général, les hashtags, c'est parfait pour indexer des sujets et gagner en visibilité. Parce qu'effectivement, si vous appuyez sur l'actualité, vous voulez parler d'un sujet, ça a été le Brexit à un moment donné qui avait explosé en termes de hashtags. Mais donc ça, c'est très bien parce que vous allez utiliser quelque chose et toutes les personnes qui vont taguer, enfin qui vont cliquer sur ce hashtag, ben, auront des chances d'arriver sur votre contenu. Mais attention, dans un autre sens, ça peut être quelque chose qui peut être négatif si vous perdez vos lecteurs. Par exemple, à un moment donné, si votre poste, c'est pour inciter les personnes à aller sur votre site internet avec un clic d'action, ben, si derrière vous mettez trop de hashtags, vous risquez de les perdre parce que cette thématique peut les intéresser, ils vont cliquer et puis ensuite partir. Donc voilà, le hashtag, les noms et de bien référencer, c'est important. Par contre, en fonction de l'objectif de votre poste, soit c'est de la visibilité, c'est très bien le hashtag. Par contre, si c'est juste pour envoyer vers un lien, je le déconseille. Voilà, donc ça c'est important. Dans le cadre des campagnes sponsorisées pour convertir des utilisateurs potentiels, donc il est important d'utiliser des call to action, des CTA efficaces, ben, très simplement parce qu'on s'est rendu compte plus c'est simple, mieux c'est efficace. Donc contactez-nous, visitez notre site web. Donc ça sert à rien des fois de partir très loin, ça marche plutôt bien. Et ensuite varier ben, les click to call, les click to action, pardon, c'est également une bonne manière de diversifier les moyens de conversion. À un moment donné, passer par le téléphone, parce qu'il y a peut-être des personnes qui préfèrent d'aller directement sur un formulaire, d'autres qui vont préférer plutôt appeler. Donc c'est une façon aussi de varier c'est une façon de varier leur poste. Alors je vois les questions et vous inquiétez pas, on remontera ensuite pour rester dans le timing au niveau de la présentation et je répondrai à toutes vos questions dans la foulée. Voilà, donc ensuite, de la même façon, il faut se dire qu'un réseau social a été créé pour créer de l'interaction entre les personnes, hein, de la communication, donc ce qui est important. Donc pour booster justement l'engagement, c'est de faire des sondages, des questions. Évidemment, les questions doivent être pertinentes. Je veux dire, il faut aller chercher les personnes, les bonnes questions. Donc les questions sont un bon moyen de susciter l'engagement. Avec une large audience, les utilisateurs peuvent voter en un clic et les questions mènent aussi à des retweets et entraînent souvent une discussion plus globale. Donc du coup, les gens vont se répondre. Si vous posez des questions, ben, super, les gens vont répondre, mais d'autres personnes vont venir dans le fil de commentaires, répondre à un tel, l'interpeller. Et puis voilà, donc en fait, vous avez la possibilité, si la question est bien pensée et qu'elle est cohérente avec l'actualité ou la thématique, vous avez la possibilité de booster votre engagement facilement. Voilà, donc ensuite, on va faire un petit tour chez Pinterest. Donc Pinterest, qu'est-ce que c'est? Donc souvent, c'est celui qui est le moins connu. Donc Pinterest, c'est un réseau social sur lequel il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais par contre qui est très pertinent pour les marques, parce qu'aujourd'hui, peu l'utilisent encore. Et voilà, donc surtout, c'est très pertinent quand on a donc un site internet, puisqu'en fait, le principe, c'est du contenu qui renvoie vers du site internet. Donc en général, donc si on doit faire une description simple, c'est un panneau de liège virtuel sur lesquels on épingle nos envies et nos souvenirs selon nos humeurs, tendances et inspirations. D'accord? Donc le principe, quand vous vous inscrivez sur Pinterest, vous allez définir des centres d'intérêt. Et donc, à partir de ces centres d'intérêt, Pinterest va vous faire remonter au fur et à mesure un petit peu de l'information. Et si cette information vous intéresse, ben, vous allez la stocker en disant, ben, OK, cette information m'intéresse, je vais me la mettre dans mon propre tableau et je vais, voilà, et puis je peux même créer des sous-tableaux et au fur et à mesure, donc en fait, alimenter comme ça ma base de données de choses qui m'intéressent. Donc, il faut savoir quand même que 85% des usagers sont des femmes, 30% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans. 3 millions de photos enregistrées chaque jour en France, donc c'est pas rien. 98% des utilisateurs réalisent des idées qu'ils trouvent sur la plateforme. Donc 55% des inscrits utilisent Pinterest pour faire des achats, contre seulement 12% pour Facebook et Instagram. Donc ce qu'on veut dire tout simplement, c'est que sur ce réseau social, il y a un taux de conversion qui est très important, puisqu'en fait, quand on y va, on a décidé, parce on est sur nos centres d'intérêt, on y passe du temps, et voilà, et puis le taux de conversion aussi, quand on arrive, qu'on clique sur un site internet, en général, c'est qu'on est intéressé par la publication. J'utilise
la société Janssens Immobilier qui est basée sur Aix-en-Provence. Donc, elle a créé son compte. C'est une des rares qui, en tant qu'agence immobilière. Donc, elle a quand même presque 180 000 visiteurs mensuels. Donc, pour vous dire, voilà, donc c'est quand même pas rien. En termes de trafic, pour quelqu'un qui n'a pas, enfin en tout cas voilà, qui draine du trafic pour envoyer vers son site internet. Et la stratégie qu'ils ont mis en place, en fait, donc si on, alors la stratégie, bon, on va voir en fait au niveau des liens, au niveau des annonces. Donc déjà, oups, alors je l'ai peut-être pas mis dans le bon ordre, mais on va les reprendre comme ça. Donc cette agence immobilière en Provence, trouvez votre maison de rêve avec nous. Et à chaque fois, comme c'est un réseau international et que leur cible peut être aussi par rapport à leur bien d'exception à l'international, c'est toujours traduit en anglais. Donc, de façon globale, en fait, donc si une marque décide d'aller sur Pinterest, il lui suffit d'identifier le contenu qu'elle souhaite promouvoir à travers un site internet. Donc, ça part d'un lien, tout simplement. Elle va charger des images depuis les pages de son site internet ou du blog pour que le lien soit incorporé dans les plans. Donc, en fait, créer une nouvelle publication sur Pinterest, c'est prendre un lien, c'est l'entrée, et ensuite faire tout un descriptif, répondre à quelques questions, et ensuite, ben là, on le voit. Donc là, il n'y a pas de commentaires, mais voilà, on peut rajouter des photos, on sait qui a publié, et ensuite, on voit la photo. Vous voyez, il y a ce petit truc à enregistrer. En fait, si moi, cette annonce m'intéresse, ce visuel m'intéresse, je vais pouvoir tout simplement dire enregistrer. Et au moment où je vais enregistrer, on va me dire, OK, vous souhaitez l'enregistrer dans quel tableau? Un tableau immobilier, dans votre propre tableau? Est-ce que vous souhaitez créer votre propre tableau? Et en fait, c'est hyper efficace parce que finalement, moi, je stocke mon contenu qui m'intéresse. En dire, je peux très bien, il est tard dans la nuit, je recherche des maisons et puis finalement, demain, je vais aller dans mon tableau et c'est toutes les maisons que je vais devoir contacter. Donc ça, c'est le lien, c'est le B à bas en fait pour mettre quelque chose. Des fois, le format, les photos ne sont pas adaptés. Donc il y a quand même un travail à faire entre l'harmonisation entre le site internet et Pinterest. En général, ça s'adapte, mais il faut faire attention au moment où on charge ce lien que la photo soit de bonne taille. La deuxième astuce, en fait, évidemment, Janssen, l'agence immobilière a énormément de biens. Donc, en fait, elle a vu qu'il y a cette opportunité de classer sous forme de tableau. Donc, elle a classé sous forme de tableau, d'accord? Donc, location de vacances. À l'intérieur des locations de vacances, on voit qu'on peut avoir encore 6 sous-tableaux, d'accord? Donc, c'est plutôt sympa parce que derrière, on peut faire à l'intérieur, est-ce que vous recherchez plutôt bord de mer? Est-ce que vous recherchez dans le Luberon? Voilà, donc là aussi, immobilier, donc là, ce sont les ventes immobilières. Donc, on peut voir, alors on l'aperçoit à peine, mais que les photos sont aussi taguées donc pour éviter de la récupération d'autres agences. Donc, on voit à chaque fois qu'elles sont taguées. Et derrière, il y a 9 sous-tableaux, donc elles sont aussi classifiées. Ensuite, voilà, donc quand on clique à l'intérieur d'une agence, par exemple, on voit à l'intérieur à nouveau les sous-tableaux. D'accord? Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu derrière quand on cliquait ce qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est la première. C'est très important de classifier vos contenus à travers des tableaux qui sont pertinents par rapport à ce que vous annoncez. Ensuite, donc voilà, donc faire des tableaux thématiques, cela va permettre à l'internaute de rechercher un thème et permettre de classer vos produits. Voilà. Sachez que énormément aujourd'hui, quand il y a du contenu que vous recherchez sur Google, il y a énormément vous savez, dans le Google Images, il y a énormément de Pinterest qui ressort aussi. Donc c'est pour ça que je trouve que ce site est très pertinent, puisqu'en fait, il suffit que vous mettez une photo sur Pinterest et vous avez beaucoup de chances sur une thématique qui est recherchée, que votre contenu ressorte naturellement. Ensuite, les personnes vont sur Pinterest, pardon, et vont cliquer pour ensuite aller sur votre site internet. Donc ça, c'est quand même une belle opportunité, tout en sachant que si vous ne faites pas de la publicité, ça reste quand même gratuit. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont gratuites. Les bonnes astuces. Alors là, donc ce qui est important, et je vais les appeler pour leur dire qu'ils n'ont pas fait bien quelque chose, et de bien travailler la description. Donc là, ils ont mis des photos. Alors bien sûr que c'est compliqué, mais en vérité, s'ils allaient vraiment au bout de leur démarche, il y a un petit espace qui est défini pour mettre une description. Et en fait, là, par exemple, typiquement, ils devraient s'amuser à mettre des mots-clés, des hashtags en expliquant que voilà, cette maison dans le Luberon, avec sa piscine, un petit texte qui soit simple, mais
Voilà, donc c'est important. Ils l'ont pas fait. Bon, en même temps, j'imagine qu'ils se disent si on doit mettre un petit texte pour chaque, mais bon voilà, la démarche, c'est j'ai mis 0 sur 10, c'est que ne vous inspirez pas non plus. Enfin, la seule chose qui n'est pas forcément positive, c'est qu'ils ont quasiment mis aucune description sur aucune des photos, et c'est un peu dommage. Parce que c'est ce qui permet aussi de remonter plus votre compte sera étoffé en termes de contenu exclusif, plus il aura des chances de remonter. Voilà, donc ensuite, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur Pinterest, on est sur des centres d'intérêt, comme on vous l'a précisé. Donc à un moment donné, bien sûr, Janssen Immobilier vend des maisons, mais par contre, à un moment donné, la Provence, c'est des maisons, mais si on a envie de faire rêver et de faire arriver sur notre compte des personnes, ben, on va aller chercher des centres d'intérêt autour de la Provence. Donc ils ont un blog où à l'intérieur, quand on clique, il y a pas mal de thématiques. Alors j'ai vu qu'il y avait même des recettes de Provence où en fait là, dans leur tableau, alors des fois c'est du contenu qui leur appartient, qu'ils ont stocké quelque part, et sinon ils ont comme ça créé des différents tableaux où en fait ils font rêver autour de ils font la promotion de la Provence. Alors j'ai vu qu'il y avait des recettes de Provence, j'ai vu qu'il y avait tous les films qui avaient été tournés en Provence. Ils ont pris des affiches de films, alors c'est toujours très propre, c'est bien fait. Donc là aussi, allez voir un petit peu en les trouvant Janssens pour voir un petit peu comment ils ont organisé leur contenu. Voilà, donc ce qui était important, c'est qu'en fait, bah, du coup, une personne qui à un moment donné va chercher des photos de la Provence ou de restaurants en Provence, elle va peut-être tomber bah, sans le vouloir sur le profil de Janssens et du coup, bah, elle va gagner en visibilité, se faire connaître un petit peu comme ça. Alors ça, on est sur donc Pinterest. Ensuite, donc on va terminer donc sur LinkedIn où là on est, alors c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais à part, j'aurais peut-être dû classer Twitter et LinkedIn ensemble, mais Twitter était un réseau effectivement qui a plutôt tendance à être professionnel, mais en vérité c'est aussi grand public parce qu'on a il y a des stars qui sont présentes sur Twitter, donc bon ça reste à la frontière entre les deux. Ensuite, ben, Pinterest, Facebook et Instagram sont plutôt orientés, je dis plutôt parce qu'aujourd'hui les frontières vraiment diminuent, donc sont plutôt orientés grand public. Et donc LinkedIn, qui lui, à lui seul, reste quand même celui qui est quand même plutôt bien fléché professionnel. Et donc là, on va voir un petit peu la stratégie justement de L'Oréal, donc qui lui a décidé, en sachant que ce sont des professionnels qui sont sur LinkedIn, évidemment, il n'a pas cherché à se dire tiens, je vais vendre mes produits sur LinkedIn, mais sa stratégie, c'est il faut que je vais toucher. Voilà. Donc l'enjeu pour L'Oréal, en fait, sachez que L'Oréal a de grandes problématiques, enfin avait, ils ont peut-être plus aujourd'hui, de grandes problématiques de recrutement. Donc ils ont un recrutement environ de 6 000 nouveaux collaborateurs par an pour des postes d'encadrement via tous les outils traditionnels. Donc ça coûte cher recruter, surtout sur des postes d'encadrement, passer par des cabinets, les délais, tout ça c'est hyper compliqué. Donc une volonté donc par rapport à ça d'élargir les canaux traditionnels pour toucher un maximum de candidats potentiels en recherche active, mais pas forcément. C'était aussi pour recruter des pépites. En fait, en gros, c'est de dire les personnes qui sont en poste, souvent c'est celles qui nous intéressent aussi et il faut qu'on puisse s'élargir, aller chercher des talents même s'ils sont en poste. Donc ça, les talents en poste, on va les chercher sur LinkedIn. Donc du coup, pour essayer d'attirer des pépites, entre guillemets, il fallait lancer une grande campagne pour dire c'est super L'Oréal, travailler chez L'Oréal, c'est top. Alors, comme version un peu grand public sur Michel et Augustin, regardez, on est une super équipe et tout. Et là, c'est un peu, L'Oréal, voilà, c'est un peu la même stratégie, à part que là, on est sur du grand public et que là, on va chercher vraiment des personnes positionnées professionnellement. Donc, du coup, développer et améliorer sa réputation en ligne pour attirer de nouveaux candidats. Donc ça, c'était l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, en fait, quand on regarde sur leur profil, vous verrez, vous ferez le comparatif avec la page Facebook. On n'est pas du tout sur les mêmes types de publications. Donc là, en fait, à chaque fois, alors en plus, vous verrez ils varient au niveau de la langue, c'est-à-dire que s'ils sont dans une logique de plutôt être sur une dimension internationale, on parle en anglais. Si on cherche à recruter plutôt au niveau français, on va parler en français. Donc voilà, ils jouent aussi sur la langue. Et en fonction des sujets, là, c'était la recherche au niveau des soins pour les hommes. Donc, du coup, le recrutement d'une personne et puis ensuite faire découvrir des métiers de personnes en interne et ensuite de dire ça vous intéresse, rejoignez-nous. Donc là, clairement, L'Oréal est dans une stratégie de recrutement et de positionnement aussi
au niveau innovation, au niveau expertise, en disant on est à la pointe de la recherche, on est les meilleurs. Et d'ailleurs, quand on regarde leur profil, aujourd'hui, ils ont été passés au niveau top numéro 9 des compagnies de LinkedIn. Donc le travail qu'ils ont fait depuis quelques années, 77 844 employés sur LinkedIn, donc c'est pas rien. Et la stratégie mise en place, a priori, a bien marché, puisqu'avec LinkedIn, la responsable, en tout cas des recrutements, elle a identifié près de 90 top candidats en moins de 5 mois sur lesquels ils ont pu en recruter 5. Voilà, donc pour eux, LinkedIn permet vraiment de sélectionner des candidats de qualité. Voilà, LinkedIn a renforcé notre crédibilité en tant qu'employeur et ça a pu accélérer le recrutement et les faciliter évidemment. Voilà, donc là, on a fait un petit peu, alors je pense que je suis arrivée sur la fin, c'est ça. Donc l'idée, c'était de vous présenter évidemment à une demi-heure, le défi était quand même assez important haut, de dire, ben voilà, sur les 5 réseaux, des stratégies différentes sur lesquelles vous pouvez en tout cas approfondir, aller chercher, comparer par exemple, comme je vous disais sur L'Oréal, pour voir, regarder un petit peu sur Twitter comment ils réagissent et sur Facebook aussi, vous verrez, vous comprendrez petit à petit les différences. De la même façon, Michel et Augustin, c'est toujours un peu la même ligne éditoriale, mais bon, après, évidemment, le PDG, le PTG d'Augustin, sur le profil LinkedIn, j'ai pas été voir, mais je pense pas qu'il soit non plus toujours trop dans le décalé non plus. Voilà, donc en fait, j'espère que ça vous inspirera. Et voilà, donc je vais regarder les Alors questions. Oui. Myriam, je te remercie, on te remercie beaucoup. Effectivement, tu as relevé le challenge avec brio, puisque tu as passé effectivement 31 minutes exactement. Ce que je te propose, c'est d'attendre un petit peu. On va attendre quelques secondes juste déjà toi pour reprendre ton souffle et pouvoir lire tranquillement les questions qui te sont posées. On les parcourra ensemble donc du début D'accord. jusqu'à la fin. Ça laisse également du temps pour les participants pour se poser également utiliser le chat pour poser quelques questions. Je te propose juste voilà, d'attendre juste quelques secondes avant de démarrer la réponse, D'accord. Ok. les réponses. Très bien. On va reprendre. Nous avons tous entendu que tu avais bu, donc j'espère qu'elle était bonne, cette eau. Voilà, donc on va démarrer tout simplement par la première question posée par Sophie Martin. Dans les deux exemples que vous venez de donner, donc c'était les deux premiers exemples, j'imagine, est-ce la cible qui Mhm. détermine le choix du réseau ou les fonctionnalités? Donc effectivement, première question importante. Alors, oui. Alors là, clairement, la cible. Et ensuite, vous exploiterez les fonctionnalités en fonction de votre objectif. Parce que si votre cible, par exemple, n'est pas sur Twitter, même s'il y a des fonctionnalités, en fait, c'est vraiment votre cible. Où est ma cible? Donc ça, sur le webinaire précédent, je crois qu'il y avait quelques slides qui montraient un petit peu justement qui était sur quel réseau et quelle était la ligne éditoriale. Je vous donne un exemple là, pour Augustin, Michel et Augustin, le fait qu'ils aient eu effectivement à toucher en grand public sur un côté un peu décomplexé, le grand public c'est Facebook. Je veux dire après, s'ils allaient par exemple que sur Pinterest, ça serait pas du tout la même. 85% des femmes qui sont plutôt dans le how to do, à part mettre des recettes, ça aurait été compliqué, quoi. Donc réellement, c'est la cible et ensuite vous déclinez, vous utilisez les fonctionnalités en fonction du message que vous souhaitez faire passer. D'accord, très bien. Donc sur la cible, effectivement, tu as raison. Et c'est vrai que n'hésitez pas à revenir sur le diaporama précédent, le premier diaporama, où il y avait effectivement le tableau croisé entre les différents réseaux sociaux et les différentes cibles, effectivement, généralement, que l'on retrouve dans ces réseaux sociaux. On poursuit sur la question de Mireille Palomba. Les entreprises ont-elles tendance à multiplier les réseaux pour accroître la visibilité ou au contraire à en sélectionner peu pour mieux cibler?
Alors là aussi, en fait, ça, c'est toujours pareil, objectif. Si j'ai envie de dire pour un commerce de proximité ou une entreprise, ça sert à rien d'être sur tous les réseaux parce qu'à un moment donné, je donne un exemple, prestataire de service qui veut à tout prix exister sur Twitter, ça n'a pas de sens parce que ça va demander un investissement qui va être énorme avec un retour sur investissement qui va être, à mon sens, pas top. Donc autant privilégier sur des réseaux sur lesquels vous allez trouver votre cible une fois de plus et pour un professionnel, à partir du moment où on est professionnel, l'étape incontournable, même si on ne va pas être hyper actif, c'est d'être présent sur LinkedIn. Avoir un profil qui soit propre, sur lequel on va faire de la veille, sur lequel on va aller partager avec d'autres professionnels dans des groupes sur des thématiques qui nous intéressent, notamment par exemple autour de la réglementation, autour d'un territoire, de ce qui peut se passer, de réseaux d'entreprise, parce que c'est important que vous êtes un professionnel et qu'on puisse vous identifier clairement en tant que professionnel. Donc après, c'est la pertinence par rapport à la cible, l'objectif, et après aussi se dire, ben ça, mes efforts doivent être focalisés sur celui-là. À un moment donné, je suis prestataire de service, ma cible, elle est grand public, donc je vais adresser Facebook. Pour autant, je reste un professionnel. Mon effort en tant que professionnel, je vais me montrer que je suis un expert, que je maîtrise mon sujet, mais l'effort sur Facebook et sur LinkedIn ne sera pas le même. Donc, il faut qu'il y ait une complémentarité aussi quand vous décidez. Si c'est juste dupliquer pour dire il faut que je sois de partout, ça n'a aucun sens. Il faut être complémentaire. Et d'ailleurs, je vous Et invite est-ce que... réellement à... Oui, Pardon, termine, oui. termine. Je t'en prie. Non, non, je disais, je vous invite par exemple aux exemples que je vous ai donnés pour voir la complémentarité entre par exemple ce que ce soit Coucou Suzette ou L'Oréal. Vous verrez que la communication est complètement différente en fait. C'est jamais du dupliqué, c'est complémentaire. Voilà. Après, Eh, en fonction de votre temps disponible et de vos moyens aussi, hein. Ça sert à rien de s'éparpiller trop. Il vaut mieux focaliser sur un ou deux réseaux que partir sur quatre ou cinq et peu. Est-ce que les interconnexions existent justement entre les réseaux sociaux, ou du moins est-ce que des entreprises les utilisent, les principes d'automatisation? Alors, fut un temps, il y avait l'automatisation, entre guillemets, effectivement, pour partager, c'était Outsuite et tout ça. Et en fait, tous les réseaux sociaux se sont rendus compte, ben, justement, dans cette duplication de contenu, ils ont pénalisé toutes les publications, enfin, en tout cas, programmées à travers d'autres outils. Donc, vous avez la possibilité de programmer des publications à partir de chaque réseau, c'est-à-dire que je crois que LinkedIn le permet, Facebook le permet. Twitter ne le permet pas, je crois. Non, Twitter ne le permet pas. Instagram non plus ne le permet pas. Donc, vous avez la possibilité de planifier. Par contre, voilà, donc, non, pardon, excusez-moi. Oui, donc vous avez la possibilité de planifier. Après, il y a des liaisons qui se font, par exemple, aujourd'hui entre Instagram et Facebook. Quand vous êtes sur Instagram, vous avez la possibilité, par exemple, de publier une photo et de la publier en même temps sur Facebook. Ça, c'est accepté, par exemple. Donc là, il y a des moments où, selon votre ligne éditoriale, je vous donne un exemple. Sur Instagram, on a vu que c'était la photo qui primait le contenu visuel. Vous faites une jolie photo, ben, vous allez la publier sur Instagram et ça ne va pas vous empêcher de la mettre aussi sur votre page Facebook parce qu'elles vont être liées. Pour autant, votre ligne éditoriale de Facebook, elle va aller bien au-delà de photos. D'accord. Et pourtant, sur Instagram, il va y avoir que des photos. Mais ça va venir, Facebook sera beaucoup plus étoffé en termes de différenciation de publication. Je ne sais pas Très si j'ai bien, été claire. merci. Oui, 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 très très bien. Mireille Palomba a poursuivi. Le choix des réseaux sociaux a-t-il conduit à une baisse de l'investissement dans la communication via les médias alors traditionnels, et elle précise coûteux, TV, presse, etc. Est-ce que tu as des informations sur Alors, des réponses à donner? je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais effectivement, ce qu'on dit, c'est que ça a complètement repensé la publicité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un média à part entière. Et en fait, on va dire que les budgets ont été déplacés. Donc évidemment, il existe encore de la publicité traditionnelle, mais on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences de communication qui sont spécialisées dans les publicités sur Internet, enfin, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je sais qu'il y a un glissement de budget qui est parti sur les réseaux sociaux pour les grosses marques, hein. D'accord, très bien.
On va continuer avec une question un petit peu longue de Nathalie Garriot, mais intéressante. Pinterest semble être un outil à double enjeu pour les entreprises en tant qu'émetteur pour avoir de la visibilité, comme tu en as parlé effectivement, et faire de la com, mais aussi en tant qu'utilisateur pour faire par exemple de la veille commerciale. Dans ce dernier cas, pourrait-on l'associer à un curateur de contenu, recherche, sélection, stockage d'informations, et permettre aux entreprises d'y faire leur veille? Alors complètement, et ça me permet de vous rajouter une fonctionnalité, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité. Bon, déjà, il y a dans les tableaux, quand vous faites votre veille, vous avez les tableaux qui vont être publics, parce que vous dites je veux bien que ce soit public, et vous pouvez faire des tableaux qui sont privés. Il y a que vous qui pourrez y avoir accès. Donc, si vous souhaitez utiliser en plus en tant que marque, vous n'avez pas besoin de faire deux comptes différents. D'un côté, vous ferez les publications, enfin vos tableaux pour exposer vos contenus. Et d'un autre côté, vous créerez des tableaux pour aller chercher du contenu épinglé, enregistrer les contenus dans des tableaux qui seront privés, qui ne seront partagés que par vous et éventuellement par d'autres collaborateurs. Il y a beaucoup effectivement d'infographies quand vous allez chercher des thématiques. Moi, j'ai été assez surprise. On voit beaucoup d'infographies en termes de web marketing. Il y a quand même pas mal de choses qui existent, alors beaucoup plus en anglais, mais c'est assez intéressant. Même dans l'immobilier, de la réglementation. Enfin, c'est vraiment, c'est assez riche, vraiment. C'est ce que précise d'ailleurs l'un des participants, Jean-Pierre Richard, que je remercie, effectivement, où il abonde dans ton sens, puisqu'il dit effectivement que Pinterest offre beaucoup d'infographies, notamment sur le thème du marketing digital, qu'il utilise lui pour l'enseignement. Alors, on a une question il y a deux questions qui sont relatives à la ligne éditoriale. Effectivement, tu parles, notamment lors de ton premier webinaire, tu avais évoqué effectivement cette question, tu avais donné un exemple très intéressant d'ailleurs sur la ligne éditoriale. Il y a une question qui est le lien entre la ligne éditoriale et les usages des réseaux sociaux. Et Mohamed Belkiter rajoute voilà, comment s'organise concrètement la ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Alors, je vais voir si j'arrive à vous charger de suite un document. Je vais en partager une avec vous. Je vais voir. Hein, hop, importer. Normalement, tchac, tchac. Si vous me laissez deux petites secondes, si j'arrive à le faire, je le fais volontiers. Alors, C'est le formation. premier, c'est ça? C'est le premier, Non, tu je as l'ai pas. chargé? Je vais essayer de. Non, non, elle y était là, là. Non, je l'avais pas chargée là. Je pense pas. Si elle y est Euh, là, elle y est, elle y est. Je viens de la ah, mettre. d'accord, d'accord. Ah bah alors On super, va revenir, super. voilà. Sur la slide, je l'avais mise en Ouais, exemple. j'y vais. Ouais, Ah ben j'y vais. voilà, Là, ici. Voilà. super. Voilà, donc en fait, une ligne éditoriale, donc on a vu qu'il y avait plusieurs réseaux sociaux. Donc quand on parle de ligne éditoriale, c'est tout simplement quel contenu je vais proposer à mes clients, mes prospects. Donc comme on se l'est dit, en fonction de chaque réseau, il y a des lignes, il y a comment dire, des attentes, des tonalités qui sont différentes. D'un côté, on va être dans le côté esthète, d'un autre côté, on va être sur le côté convivial, décomplexé. Sur le côté LinkedIn, ça va être très professionnel. Donc là, c'est un exemple de ligne éditoriale qui avait été créée pour valoriser des vidéos d'un épisode d'une agence immobilière qui souhaitait faire un peu le buzz à travers des vidéos, quoi. Hein. C'était parodier des agents immobiliers. Donc là, on s'est dit, bah, ok, à partir des vidéos, il faut qu'on crée des contenus parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais alors si on fait la juxtaposition par rapport à des produits, j'ai envie de dire, bah, ok, si jamais, ok, une fois que j'ai mis en vente, enfin que tous les jours je mets un produit en vente, ça risque vite d'ennuyer les lecteurs, on est d'accord. Donc étoffer sa ligne, préparer une ligne éditoriale, c'est de dire bon ok, les produits c'est mon cœur de publication, mais comment derrière je peux intéresser tout le monde en respectant les codes de chaque réseau. Donc là, ben, on s'est dit ok, on a les vidéos, derrière on va sortir les répliques cultes des agents immobiliers. On va faire des photos des scènes de tournage, des photos making of un petit peu voilà estampillées de la série. On va, alors je vois pas très bien, mais bon, à chaque fois, c'était voilà les annonces immobilières, les pires, enfin les pires annonces immobilières.
Après, il y avait l'idée de faire des canulars téléphoniques aussi en podcast pour un petit peu venir agrémenter un peu la ligne éditoriale. Les coups de cœur immobiliers, parce que l'objectif c'était quand même de parler aussi de l'immobilier, et ce qu'on appelle les moments de vie. Donc en fait, les moments de vie, bon, c'est joyeux, enfin c'est la fête des mères, c'est joyeux Noël, c'est l'automne, c'est la photo du café le matin quand on arrive au travail en disant mais voilà la journée commence. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les moments de vie. Et en fonction de la publication et du format, du traitement de la publication qu'on souhaite, on va choisir un contenu, un réseau social ou pas. Donc ça répond aussi en partie à la question de tout à l'heure qui a été posée, c'est de dire est-ce qu'on doit adopter les fonctionnalités? Non, vous décidez de votre contenu et ensuite, en fonction des réseaux sociaux sur lesquels vous devez aller, vous allez adapter le contenu. Donc, par exemple, les épisodes, on sait que on va aller de partout. À part, on n'allait pas sur Instagram parce qu'à ce moment-là, Instagram ne permettait pas des vidéos de plus de 10 secondes. Donc, en fait, la ligne éditoriale, tout simplement, c'est qu'est-ce que je décide de publier, sur quel réseau je vais le publier, à quelle fréquence je vais le faire, c'est quoi le traitement? Est-ce que je vais faire une photo? Est-ce que je vais faire une vidéo? Est-ce que je vais juste écrire un texte? Est-ce que si? Est-ce que là? Et en fait, en répondant comme ça au fur et à mesure à vos questions, à ces questions-là, ben en fait, vous allez quelque part construire votre ligne éditoriale et derrière, vous allez décliner son planning. Son planning, c'est de dire, ben, j'ai décidé que toutes les semaines, j'allais faire un post de moment de vie. Ben, vous allez mettre sur le planning moment de vie. Après, ben, dans les moments de vie, ben, déjà, il y a des choses qui sont régulières et récurrentes. Vous n'avez pas besoin de trop forcer. Et puis ensuite, voilà. Si par exemple, c'est de mettre, comme a fait Michel et Augustin, c'est de mettre en avant le personnel, de dire ici, waouh, super, l'ambiance, elle est super. Ben, de temps en temps, vous faites une photo où l'équipe est top, c'est une super ambiance, on mange tous ensemble aujourd'hui, ben tiens, ce soir on se fait un apéritif, ce soir on fête l'anniversaire. Donc tout ça, en fait, c'est venir, je parle notamment sur Facebook, humaniser derrière pour une marque de dire mais attendez, ok, on vend des produits, mais on n'est pas que ça. Parce que les réseaux sociaux, les personnes ne sont pas là pour passer leur temps à découvrir de nouveaux produits. Ils sont là parce qu'ils vont rechercher de la convivialité, de la découverte, du capital humain, de la sympathie. Voilà. Et ça, si vous vous inspirez de l'ancien, enfin, du document qui allait, vous verrez que chaque réseau social a ses codes aussi, qu'il faudra respecter en fonction de la ligne éditoriale. Je vais effectivement volontairement sur la question de Sophie Martin qui posait la question, effectivement, dans les exemples que tu proposes, est-ce que les entreprises font appel à des community managers ou est-ce qu'elles font pour investir les réseaux sociaux ou est-ce que c'est en interne? Alors on avait déjà évoqué cette question lors du premier webinaire, mais dans ce que tu vois, toi, majoritairement, ce sont donc ce sont les entreprises et donc le personnel qui sont impliqués dans ces publications ou non? Alors, oui, alors bah, après, ça va dépendre effectivement. Là, par exemple, quand c'est des grosses boîtes, ils ont les moyens de recruter un community manager en interne, tout simplement. Donc, c'est une personne qui est affectée à l'équipe. Et en général, quand on peut le faire, alors ben, c'est mieux parce que la personne qui vit au quotidien dans l'équipe, elle est plus à même de parler de la marque. D'accord? Donc, ça, c'est important. Après, bon, évidemment, quand on regarde, on n'est pas tous des Michel et Augustin, on n'est pas tous des L'Oréal, mais vraiment, il faut penser une ligne éditoriale à l'échelle de sa marque. Une ligne éditoriale à un moment donné, quand vous allez vous ramener à l'échelle de votre marque, vous avez, enfin, et au niveau local, parce que si vous agissez au niveau local, euh, en général, enfin, la personne qui maîtrise un petit peu, qui a compris les différents codes, qui a quand même suivi aller une formation d'une journée ou deux, elle est capable d'animer une présence sur les réseaux sociaux. Parce que le poste de community manager, on en a parlé, mais en vérité, aujourd'hui, un community manager, c'est une des briques de toute la stratégie sur les réseaux sociaux. Le community manager, quelque part, aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des community managers pardon, tout récemment, notamment de Carrefour Market, et qui me disaient, ben, j'étais le community manager de Carrefour Market. J'étais chargée de publier des informations sur le Facebook. Ok, d'accord, donc je vais voir et tout. Et puis en fait, elle m'a dit non, mais nous, on recevait tout du siège c'était à nous après de publier par magasin. Donc, et pourtant, elle était community manager. Donc, je veux dire, après, la notion de community manager, c'est vraiment prendre quelqu'un qui connaît son entreprise, qui a un petit peu de créativité parce que c'est important, et qui puisse véhiculer l'image de l'entreprise et qui puisse voilà, respecter tous les codes. Après, en général, ben, c'est sûr que quand on ne sait pas qu'on n'a aucune compétence, dans ces cas-là, je dis qu'il vaut mieux se faire accompagner pour la mise en place d'une stratégie digitale au départ,
pendant les 2-3 premiers mois. Et ensuite, une fois que vous avez les codes, vous comprenez comment ça marche et que vous voyez un petit peu les résultats, peut-être que finalement, vous allez monter en compétence et ensuite prendre le relais. Dans les exemples que tu vois éventuellement, où on a des personnels qui sont impliqués effectivement dans cette communication via les réseaux sociaux, est-ce que il y a des formes d'intéressement qui sont proposées justement à son personnel? C'est du bénévolat ou est-ce qu'il y a des formes de rémunération, peut-être pas jusque-là, mais d'intéressement justement à la vie de l'entreprise via les réseaux sociaux? Non, alors là, je pense que clairement, je pense que ça fait partie de la charte d'une entreprise, c'est-à-dire à un moment donné, on est présent sur les réseaux sociaux, c'est le droit à l'image, voilà, on accepte, on refuse, mais il n'y a pas d'engagement, enfin, il n'y a pas de, non, enfin, à ma connaissance, au niveau, c'est juste les limites de l'utilisation des réseaux sociaux sur la vie privée, parce que c'est réglementé par rapport aux moyens qui sont mis à disposition, par rapport aux connexions Internet, la connexion sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à maintenant, on est plutôt dans une logique de faire de ces salariés des ambassadeurs numériques, hein. Donc, les ambassadeurs numériques ne sont pas rémunérés. C'est vraiment, vous portez la parole de votre entreprise. Voilà. Après, par contre, on ne peut pas l'imposer à ses salariés. Si un salarié D'accord, dit ah non, mais moi je veux pas être pris en photo, voilà. d'accord. Parce que derrière, Tout du ça, fait. alors, on Oui. va terminer sur les questions. Effectivement, je fais juste le lien juste avec la marque employeur parce qu'effectivement, je pense que dans les histoires, dans les stories, dans ce que communiquent en fait les entreprises, c'est quand même fortement en lien aussi avec ce qu'elle veut montrer, je dirais, et ça a un lien avec la marque employeur. Tu as effectivement, tu vois des liens, toi, explicites entre communication réseaux sociaux et marque employeur? Alors, c'est-à-dire, parce que là, peut-être que alors, c'est-à-dire communication, réseaux sociaux et marque employeur, dans quel Mais sens? l'idée, enfin la marque employeur, c'est justement également la possibilité de pouvoir, pour une entreprise, apporter, je dirais, un positionnement, une éthique, des valeurs, une histoire, et c'est finalement tout ce qui se matérialise souvent dans les communications, dans les posts, hem, tu vois ce que je veux dire? Ah Ou, oui, oui, ouais. oui, non, mais d'accord, oui, bien sûr. En fait, là, on est clairement, vous savez, je sais pas si peut-être que je réponds à côté, mais il y a quelques années, il y avait, ben, ça existe toujours, c'était Note ton entreprise. Et c'est ce qui a fait prendre conscience aussi aux marques qu'il fallait faire hyper attention. Je sais pas si vous avez Mmh. eu tout départ des vidéos YouTube où c'était quelqu'un qui se filmait, c'était Pizza Hut en train de faire des pâtes et pas très proprement. Et du coup, cette personne-là, elle a été licenciée. Donc la marque employeur, enfin, c'était un sujet vraiment global parce qu'en fait, effectivement, quand on est salarié d'une marque et qu'on dit qu'on travaille, encore plus quand on utilise le logo, c'est la marque employeur qu'on engage. Pour autant, en fait, la difficulté, c'est que je vous donne un exemple. Moi, je travaille à la chambre de commerce, je suis sur les réseaux sociaux au niveau de la chambre de commerce, donc j'affiche le logo de la chambre de commerce. Pour autant, je dois préciser qu'à un moment donné, les publications n'engagent que moi, même si je travaille à la chambre de commerce. Et pour autant aussi, demain, si j'ai constitué tout mon réseau sur Facebook, mes 3-4 000 amis, parce que j'étais à la chambre de commerce, ils n'ont pas de droit de regard dessus. C'est-à-dire que si demain je quitte la CCI, je pars avec mon Facebook, il m'est personnel, même si c'est un compte professionnel. Donc en fait, je ne sais pas si je réponds, mais c'est très complexe. En Oui, fait, les oui. réseaux sociaux et les marques, c'est hyper complexe. Il n'y a pas de règles aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, il peut y avoir de l'incitation, d'accord? C'est bien pour ça que c'est plutôt les jeunes qui jouent plus facilement le jeu. Michel et Augustin, ça marche bien. On a bien vu sur les photos, hein, c'est plutôt des jeunes. Mais il y a de l'incitation, dire mais participez à l'aventure, rejoignez-nous, on est super décalés, on s'éclate, c'est super. Et voilà, mais après c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Ils seront intéressés sur la réussite et l'augmentation du chiffre d'affaires. Ça, oui, s'ils sont intéressés à la société. C'est comme ça que Très ça doit bien. être vendu, hein, je pense. Très bien. Nous avons deux questions. Pouvez-vous nous indiquer la différence entre Pinterest, pardon, et Instagram pour un usage commercial? Alors, Instagram, en fait, on est, par exemple, sur une publication sans payer, hein, sur une publication sur Instagram, c'est une photo. Vous cliquez sur la photo, vous restez sur Instagram. Pinterest, en fait, vous partez de la photo et vous allez pointer vers un site internet. Donc, du coup, pour une marque qui veut valoriser son contenu, ses produits sur Internet et convertir, oui, se rapprocher de la conversion d'achat ou de la conversion par rapport du référencement de son site Internet, ben,
La différence, c'est que Pinterest est beaucoup plus pertinent. Sur Instagram, commercialement, vous allez gagner en visibilité, vous allez faire rêver. Par contre, pour autant, il n'y aura pas l'action derrière sur chaque publication de pouvoir envoyer vers un lien, vers un site internet, à part si vous payez. Si vous payez, vous avez la possibilité, à partir d'une photo, de mettre un sac et de dire commander ce sac. Et sur la photo, il y a un petit lien qui va arriver, on va cliquer dessus et ça va renvoyer vers le site internet où il y a le sac. Mais là, c'est payant. Sur Pinterest, aujourd'hui, c'est gratuit. Très bien. On a une nouvelle question également. Donc, voilà, je la retrouve. Sait-on si la génération Z a majoritairement tourné le dos à Facebook? Alors, Tu en avais parlé oui, 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 effectivement ça, la dernière fois. Vas-y, dis-moi, dis-nous. exactement. Donc en fait, alors ce qui est paradoxal, c'est que oui, en fait, aujourd'hui, les codes Facebook ne les intéressent plus, les fonctionnalités. Ils sont partis d'abord sur Instagram et Snapchat parce qu'ils aiment le côté éphémère, la story, tout ça. Par contre, pour autant, ils sont pas actifs, mais par contre, ils sont présents. C'est-à-dire qu'ils vont se connecter, ils n'ont pas désinstallé l'application et ils vont un peu ce qu'on appelle scroller, vous savez, passer pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ils vous répondent tous la même chose. Ouais, mais c'est has-been. Mais par contre, de temps en temps, ils reçoivent des notifications et ils vont quand même voir ce qui se passe. Mais les codes Facebook aujourd'hui, et d'ailleurs, si Facebook a créé sa story, c'est pour essayer de ramener les jeunes aussi chez eux. Alors, j'ai pas souvenir, mais j'ai vu passer un tweet récemment, justement, sur les nouvelles fonctionnalités de Facebook qui se rapprochaient justement de ses concurrents, et notamment d'Instagram. Tu en as Oui, connaissance c'est ou ça. non? Non, pardon, excuse-moi, tu me disais qu'ils se rapprochaient, c'est-à-dire de Facebook, Instagram, j'ai pas entendu, pardon. Non, 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 ils se rapprochaient en fait de ses concurrents, alors peut-être pas Instagram puisqu'ils sont liés, mais d'autres réseaux sociaux en utilisant justement de nouvelles fonctionnalités. Mais je n'ai pas souvenir exactement Ah du oui, contenu oui, du. oui. Ben, en fait, c'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Facebook s'est rendu compte que tous les jeunes, pardon, ont déserté. Donc, ils analysent chez les concurrents pourquoi les jeunes ne veulent plus être sur Facebook. Donc, ils se sont rendus compte, en fait, que Snapchat, ben, c'était les stories. Donc, au fur et à mesure, en fait, qu'ils voient des choses arriver chez les concurrents, ben, ils les développent pour pouvoir ramener ces jeunes-là. C'est exactement de ce que ça doit être cet article que j'ai lu aussi ou d'autres, où en fait, de dire, ben, ils sont hyper en veille parce que leur objectif maintenant, c'est de reconquérir les jeunes qui sont pas partis en fait, qui sont inactifs. C'est pas pareil. Ils sont pas partis, mais ils sont inactifs. Et du coup, c'est de les réinciter à réutiliser toutes les fonctionnalités, des choses un peu plus fun, tout ça. Alors, c'est se rapprocher dans ce sens. C'est pas pour acheter, mais c'est plutôt pour les copier en fait. Très bien. On a une ultime question, mais n'hésitez pas, on est là encore éventuellement jusqu'à 19h15. Comment se mesure l'audience Facebook? Alors, ça fait partie du sujet qui sera traité au prochain webinaire, puisqu'en fait, on va sur tous ces réseaux, on verra qu'il y a des outils de statistiques qu'on pourra exploiter. Donc, je vais vous faire pas mal de copies d'écran là aussi pour montrer toutes les fonctionnalités. Et donc, ça va évidemment, ce qu'on mesure, la première des choses qu'on mesure, c'est le taux d'engagement. Et je vous montrerai qu'en fait, le taux d'engagement, c'est de dire par rapport à une publication, le nombre de likes sur la page, mais après de ce qui va au-delà du like de la page. Donc, vous verrez qu'en fait, on a la possibilité de mesurer pas mal de critères, notamment qui sont les fans, la provenance géographique, les horaires d'affluence sur la page, le nombre de partages, d'interactions, le nombre de personnes touchées. Donc, tout ça, c'est dans une interface un petit peu, enfin, en tout cas, que seules les pages ont accès et les groupes maintenant, qui vous permettent au fur et à mesure de réajuster. Mais on sera en plein dans le sujet du prochain webinaire. Mesurer et analyser les raisons, enfin en tout cas tout ce que vous mettez en place sur les réseaux sociaux pour réajuster si nécessaire. Merci effectivement, Monsieur Giraudot, de faire le lien avec le troisième webinaire qui ponctuera en fait ce cycle dédié aux médias sociaux. Effectivement, ce sera entièrement consacré aux statistiques, la mesure la mesure justement de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Écoutez, il est 19h07. S'il n'y a plus de questions, on peut éventuellement encore attendre quelques secondes, mais sinon, donc, je crois on a fait le tour de quelques usages effectivement, et c'était effectivement un pari difficile
à tenir, d'essayer donc d'explorer un maximum d'exemples pour chacun des réseaux sociaux les plus utilisés. Merci beaucoup Myriam pour cet exercice que tu as relevé brillamment. Merci pour toutes ces explications, effectivement, le temps que tu y passes et le temps que tu nous consacres. Écoutez, on se retrouvera pour de mémoire, je crois que c'est le en novembre, début novembre, pour terminer effectivement donc ce précise-moi, reprécise-moi, le Il me 7, semble que c'est le 7. Oui. le 7 novembre. Bon, dans tous les cas, on fera des avertissements à l'ensemble. Merci effectivement. Vous êtes 40 utilisateurs encore avec nous. Nous vous enverrons donc très rapidement d'ici à demain ou dans quelques jours, mais très rapidement l'ensemble du contenu, mais également l'ensemble de l'enregistrement. Et puis n'hésitez pas éventuellement à revenir vers nous, effectivement, puisque même si le webinaire est clos ce soir, vous pouvez toujours nous interpeller pour essayer donc d'aller un peu plus loin, parce que finalement, je pense que c'est Myriam Laga est inépuisable dans ce domaine-là. Merci, merci encore pour votre mobilisation, et puis on se retrouve très rapidement. Merci Myriam, je Merci te à, donne le mot de la fin. merci à tous pour votre attention et à très bientôt.